Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre en cette journée ensoleillée, je pense, pour le dernier de nos webinaires dans le cadre du cycle de webinaires consacré à l'énergie solaire. Le cabinet a en effet pensé qu'il était utile en cette période où nous sommes tous conscients, quelles que soient nos orientations, si je puis dire, que nous avons besoin de massifier le recours à l'énergie solaire et dans une moindre mesure à l'énergie éolienne, qu'il était nécessaire de refaire un point sur différents aspects du développement du solaire. Nous avons donc déjà traité 3 thématiques et aujourd'hui nous abordons la 4e qui est donc consacrée plus précisément aux collectivités locales et aux manières dont celles-ci peuvent ou doivent, selon le cas, passer les contrats qu'elles ont à passer si elles veulent développer des systèmes d'autoconsommation collective ou se mettre sous le régime des communautés d'énergie. Pour en parler, 2 de nos spécialistes au sein du cabinet, Pauline Morus, qui travaille beaucoup sur tous ces sujets d'énergie, Benjamin Huglot, docteur en droit, qui lui travaille aussi sur les sujets d'énergie, mais je dirais en venant du monde des collectivités locales et du droit public général, alors que Pauline y est venue via les questions énergétiques. Donc leur regard croisé et aiguisé sur ces questions, je pense, permettront de faire un tour complet du sujet et de pouvoir, dans un deuxième temps, répondre à vos questions. En ce qui me concerne, je ne participerai pas à toute la durée du webinaire. Je voulais simplement vous dire que c'était le dernier de ce cycle. Nous le reprendrons peut-être au mois de septembre et sous une forme peut-être un peu différente. Et donc, je vous laisse en compagnie de Benjamin Huglot et Pauline Morus. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, dernier webinaire consacré à l'autoconsommation collective et spécifiquement à des sujets qui concernent les collectivités territoriales ou les personnes publiques de manière plus générale, à savoir l'articulation avec la réglementation en matière de commande publique et de domanialité publique. Rapidement, un aperçu des sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Et j'attaque tout de suite par les enjeux un petit peu généraux pour les collectivités qui se lancent dans des projets de production d'énergie renouvelable et en particulier dans des projets d'autoconsommation collective. On y viendra tout au long de ce webinaire. Donc, c'est vraiment important à notre sens que le cadre juridique, et c'est pour ça que nous on cherche toutes les pistes et tous les moyens de sécuriser de manière juridique l'intervention des collectivités territoriales dans les projets de production d'énergie renouvelable. Il faut qu'elles puissent jouer un rôle moteur dans ces projets, donc qu'elles soient suffisamment sécurisées d'un point de vue réglementaire. Pourquoi elles doivent jouer un rôle moteur? Parce que d'abord, parce que ce type de projet répond à des préoccupations qu'elles portent au niveau local, qu'il s'agisse de décarboner leur consommation d'énergie afin de répondre aux objectifs qu'on connaît, qui sont très ambitieux au niveau national et international. Ça leur permet également de répondre à un besoin de visibilité et de stabilité budgétaire dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. Et puis, ça leur donne également l'opportunité d'investir sur leur territoire. Deuxième élément qui nécessite qu'elle puisse jouer ce rôle moteur, c'est le rôle c'est l'aspect légitimité que vont apporter les collectivités territoriales dès lors qu'elles prennent part au projet au niveau local. L'implication des collectivités territoriales va permettre de faciliter l'acceptabilité par l'ensemble des parties prenantes au niveau local. On sait que l'un des principaux freins en matière de développement des projets d'énergie renouvelable, c'est ce sujet d'acceptabilité. Et donc, en embarquant les collectivités, on va permettre de faciliter cette problématique.
Enfin, les collectivités ont un rôle en tant que personnes publiques, un rôle d'exemplarité à jouer. Dès lors que le secteur public va entamer des démarches de production d'énergie renouvelable, l'effet attendu, c'est de montrer l'exemple et puis d'embarquer l'ensemble des secteurs vers une évolution des modes de production, et donc les secteurs privés qui vont suivre le secteur public qui aura pris un peu d'avance, qui aura montré que ça fonctionne, qui aura la possibilité de prendre des risques, de se lancer dans des montages innovants. Voilà pour le contexte un peu général de participation des collectivités dans ces projets de production d'énergie renouvelable. Maintenant, on en vient plus précisément à la participation des collectivités dans les montages en autoconsommation collective. Alors, de manière plus générale, avec Pauline Morus, notre souhait aujourd'hui est d'aborder avec vous à la fois des préoccupations qu'on peut qualifier d'amont et des préoccupations qu'on peut qualifier d'aval. C'est-à-dire d'évoquer ensemble les questions qu'il faut se poser en amont lorsque vous rencontrez les acteurs sur le montage de projets d'autoconsommation collective notamment, et les conséquences que ces choix amont vont produire sur l'aval, c'est-à-dire sur toute la partie contractualisation en fait, sur le montage en tant que tel des projets. Mais s'agissant de projets qui sont mis en œuvre par les collectivités, il faut se poser la question suivante. Est-on dans une logique économique? Est-on dans une logique qui est donc dans le marché? Ou, à l'inverse, est-on dans une logique qui repose davantage sur l'intérêt général? Est-on dans une logique qui repose davantage sur une logique hors marché? D'où, alors on l'a synthétisé d'une manière peut-être un petit peu simpliste parce qu'il y a beaucoup de nuances entre les deux, mais est-ce que nous sommes dans des opérations qui reposent sur une revente d'électricité, une revente d'énergie, ou au contraire, est-on dans une opération qui serait qualifiée potentiellement de hors marché dans des conditions qu'on va envisager, sans revente d'énergie? Ces éléments sont très importants et c'est être un petit peu notre fil d'Ariane aujourd'hui pour savoir de quel point de vue on se place. Ça va avoir des conséquences à la fois sur les contrats qui vont être passés. Est-ce qu'on est dans le champ de la commande publique? Est-ce qu'on n'est pas dans le champ de la commande publique? S'il y a une occupation de domaine public, est-ce qu'on a des obligations de publicité de mise en concurrence? Est-ce qu'on n'en a pas? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a redevance? Est-ce qu'il n'y a pas redevance? Donc, toute cette philosophie générale, tout ça, ça doit être mis à plat, discuté de manière très très claire avec les acteurs en aval, en amont, pardon, du montage de projet pour que justement en aval, on ait déjà en place et à l'esprit toutes les solutions qui vont donc être adoptées. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu l'idée de ce webinaire, d'évoquer toutes ces questions amont et les conséquences qu'il faut en tirer à l'aval pour le montage des opérations. Donc, on va tout de suite passer à cette question globale que on a qualifiée, alors hors marché. Alors vous voyez, le hors marché est entre guillemets, mais c'est quand même cette idée où on situe l'opération d'autoconsommation collective dans une logique qui n'est pas une logique économique. Voilà, je pense que c'est le terme exact. Où on est potentiellement dans une opération sans revente d'électricité. Dans quel schéma se place-t-on? Potentiellement dans une opération d'autoconsommation collective de deux choses l'une, où le producteur, donc au sein de la PMO, va donc revendre l'électricité et auprès des consommateurs qui vont donc l'acquérir, ou alors on pourrait considérer que la PMO serait, si j'ose dire, une structure d'investissement de la part de consommateurs investisseurs, qu'elle serait donc propriétaire de l'installation de production, et que en réalité, l'intérêt de la participation à cette opération ne serait pas la revente d'électricité, mais le fait que les personnes qui participent à l'opération d'autoconsommation collective n'y voient pas un profit direct, mais indirect, c'est-à-dire par le fait de réaliser une économie sur la facture d'électricité. Donc, il n'y a pas de revente et on est dans l'esprit où on réalise une économie. Et comme on l'a dit de manière très claire, réaliser une économie, ce n'est pas un petit sujet, puisque comme on l'a dit, il y a des contraintes énormes aujourd'hui qui pèsent sur les collectivités.
D'abord en termes de gestion du budget, en termes de gestion des dépenses, mais également en termes de politique sociale. Vous avez des contraintes qui sont sur la gestion des services publics qui relèvent des collectivités. Vous avez toute la question de l'organisation au niveau des différentes structures portées par les collectivités. On peut penser toutes les structures au PHLM et autres, toutes les structures d'aide sociale qui nécessitent évidemment une consommation électrique. Donc, c'est pas un petit sujet, et de la même manière aussi, une collectivité peut tout à fait être désireuse de mettre en place des structures qui permettent également aux habitants de pouvoir, et aux entreprises bien évidemment, de pouvoir participer de manière également à réduire le montant de la facture. Et donc, lorsque on est dans une logique qui est une logique hors marché, eh bien, on a tout intérêt à faire des contraintes du droit public une force pour arriver en fait à un effet de levier pour faire sortir ces projets, pour leur permettre de se développer beaucoup plus vite que d'autres projets qui seraient soumis à davantage de contraintes, contraintes qui seront bien évidemment développées plus largement par Pauline dans les minutes qui vont suivre. Et à ce stade, on aura l'occasion de le distiller tout au long de ce présent webinaire, l'idée est de se dire, mais comment se place-t-on dans une structure hors marché? Sachant qu'à ce stade, on ne va pas examiner le cas des exemptions qui sont celles du Code de la commande publique, puisque on se dit que nous sommes hors champ de la commande publique. Et hors champ de la commande publique, il y a deux éléments majeurs qui méritent d'être évoqués, que sont d'une part les structures in-house et d'autre part le cas des subventions qui sont donc exclues du champ de la commande publique. Alors, pour les structures in-house, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée de la quasi-régie ou de la théorie des prestations intégrées qui est assez connue et qui donc est codifiée aujourd'hui dans le Code de la commande publique de manière assez large. Ce qu'il faut savoir et ce que je tiens à vous indiquer d'ores et déjà, c'est que s'agissant de la loi ENR, celle-ci a ajouté une précision qui ne manque pas d'intérêt s'agissant des structures porteuses de projets, pas d'autoconsommation directement, mais en tout cas des structures porteuses des projets des communautés d'énergie renouvelable. La loi ENR a modifié la rédaction de l'article L291-3 du Code de l'énergie pour indiquer que les communautés d'énergie renouvelable se ramassent aux formes suivantes: SA, SAS, SIC, alors Société Anonyme, SAS, SIC, Association, loi 1901. Sachant que derrière, nous avons une exclusion de la SPL, qui est donc expressément prévue par la loi ENR. Et donc, on n'a potentiellement pas de structure porteuse type SPL pour une exemption du in-house dans le cadre de l'autoconsommation, puisqu'on peut facilement transposer le champ de l'autoconsommation collective à celui des communautés d'énergie renouvelable, sachant que à l'heure actuelle, s'agissant des structures PMO, donc des personnes morales organisatrices d'une opération d'autoconsommation collective, on est toujours en l'attente du fameux décret qui tarde à sortir, mais qui devrait quand même arriver. Ce qui nous laisse donc le cas des associations, et ces associations peuvent être, le cas échéant, qualifiées de structures in-house dès lors, comme vous le savez, qu'elles ne disposent pas d'un actionnariat privé. Voyons en ce sens l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 juin 2014, excusez l'accent, Centro Hospitalar de Setúbal, qui donc nous explique bien que dès lors qu'on a la présence d'un actionnariat privé, nous n'avons évidemment pas de in-house, mais ça c'est la question assez classique du in-house. Ce qui donc, à contrario, nous permet de dire que dans l'hypothèse où nous aurions une association qui serait totalement contrôlée par une personne morale de droit public, nous serions donc dans le champ du in-house. Il y a également une autre possibilité qui est plus intéressante puisqu'elle mêle à cette fois-ci, dans le in-house, nous sommes en présence que de personnes publiques. S'agissant des subventions, eh bien là, les choses sont différentes puisque évidemment, nous sommes en présence, a priori, de personnes morales de droit privé. Et donc, vous avez une définition de la subvention qui a été posée. Alors, elle a été définie en jurisprudence pendant de nombreuses années. Elle vient du droit fiscal. La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
définit la subvention comme une contribution facultative de toute nature décidée par une autorité administrative, notamment n'est pas anodin, justifiée, je cite, par un intérêt général destiné à la réalisation d'une action ou au financement d'un projet ou d'une activité, lesquelles sont initiées, définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. À quelles conditions se trouve-t-on face à une subvention? Il faut évidemment considérer qu'il n'y a pas de contrepartie directe et immédiate. Je cite bien directe et immédiate pour la personne publique. Alors, que se cache-t-il derrière cette notion de contrepartie directe et immédiate? François Senners, dans ses conclusions sur la décision Région de la Réunion, Conseil d'État 26 mars 2008, nous indiquait que l'absence de contrepartie directe et immédiate dénotait l'existence de l'absence d'une rémunération de prestation. Il nous dit on est en présence d'une rémunération de prestation et non d'une subvention lorsque les sommes versées sont en relation avec les avantages immédiats que la collectivité peut retirer des actions qui ont donné lieu au paiement. Donc, que faut-il voir derrière? La satisfaction d'un besoin réel de la collectivité pour financer une activité qui relève de ses compétences obligatoires et évidemment un rapport direct, une adéquation entre l'aide accordée et le service rendu. En d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'un simple concours ou est-ce qu'il s'agit du versement d'un prix? Voilà la question à laquelle il faut se poser. Ensuite, quelle est l'initiative de l'activité? C'est toujours pareil. D'où vient l'activité dont on parle? Eh bien, il faut savoir si l'activité a été initiée, définie par l'organisme de droit privé, ou au contraire, si l'administration a au préalable défini un besoin précis qu'elle entendait satisfaire. Donc, le problème de ce critère, c'est qu'il y a un maniement délicat. Vous pouvez voir derrière toute forme d'appel à projet une mainmise de la collectivité, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas non plus, et c'est même une obligation qui est faite aux collectivités, de définir derrière la subvention eh bien, un certain nombre de critères, un certain nombre d'obligations qui en découlent. Donc, il y a une marge de manœuvre ici qui est évidente et qui est importante. Sur le critère de l'initiative privée, alors il y a beaucoup de jurisprudence sur la question. Encore une fois, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui sont des guides généraux qui, évidemment, n'ont aucune vocation à se substituer à une analyse précise, détaillée, circonstanciée d'un projet qui permettrait de répondre clairement à la question que l'on se pose. Pour revenir donc à la question du critère de l'initiative privée, il faut savoir effectivement s'il y a des obligations spécifiques mises à la charge du bénéficiaire quant au contenu de l'activité. Donc, encore une fois, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a une indépendance organique et matérielle? Est-ce qu'il y a une intériorité de l'activité qui est menée? Est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément comme ça? Comment l'activité se monte, etc. Donc, plus globalement, derrière la question de subvention se cache notre fil rouge, c'est-à-dire de savoir si derrière nous sommes en face d'un opérateur économique ou pas. Et donc, nous avons la chance d'avoir une belle définition dans le Code de la commande publique de la notion d'opérateur économique, puisque l'article L2820-1 nous dit que est opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes, je passe, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. Dans quel cas une opération d'autoconsommation collective peut être considérée comme étant justement une activité dans le marché? Est-ce qu'elle concerne un nombre important d'acteurs? Est-ce qu'elle concerne un nombre limité d'acteurs? Est-ce que justement la production électrique a vocation à être cédée de manière onéreuse ou au contraire a-t-elle vocation à être justement distribuée entre ses membres sans contrepartie directe? Je passe bien évidemment sur la question de l'investissement ab initio, qui est encore un autre sujet. Nous avons fait des montages au sein du cabinet, par exemple, dans ce type de cas, où vous aviez, dans le cadre du statut de la PMO, des obligations, alors que je ne qualifierais pas de service public, mais en tout cas d'intérêt général, qui visent à pouvoir redistribuer un surplus d'énergie, notamment à d'autres associations d'intérêt général, associations sportives locales, etc., etc., etc. Alors, bien évidemment,
la question qui reste majeure, hein, c'est une préoccupation constante en droit économique, c'est de savoir si on a la rencontre d'une offre et d'une demande sur un marché. Donc tout cela, vous voyez, ce sont des éléments auxquels il faut réfléchir en amont, de voir comment on construit cette opération et encore une fois de pouvoir bénéficier des exemptions du droit de l'Union européenne ou des exemptions classiques du droit français pour passer outre. Alors, sachant bien évidemment qu'il ne suffit pas qu'une association soit à but non lucratif pour qu'on considère qu'elle n'exerce aucune activité économique. Vous voyez en ce sens, par exemple, une décision de la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, du 29 novembre 2007, Commission contre Italie. Mais bien évidemment, rien n'empêche, et vous avez d'autres décisions en ce sens de la Cour de justice de l'Union européenne, que vous ayez des associations qui soient d'intérêt général, même carrément qui exercent dans le cadre d'un bénévolat, qui peuvent se voir attribuer dans un cadre légal ou conventionnel des missions à finalité sociale et qui poursuivent ainsi des objectifs de solidarité et d'efficacité budgétaire. Voyant en ce sens également une décision du 28 janvier 2016, Consorzio Artigiano Servizio Taxi et Autonoleggio, qui donc nous explique vraiment la manière dont les choses fonctionnent. On ne se moque pas de mon accent. Derrière, vous avez aussi des éléments en droit interne qui sont parfaitement intéressants, notamment des avis du Conseil de la concurrence qui nous expliquent que lorsqu'une entreprise agit dans le cadre de ses besoins propres, elle n'intervient pas sur un marché, on est dans le cadre d'une autoconsommation. C'est un avis du Conseil de la concurrence du 31 janvier 2005. Autoconsommation individuelle alors là, on est dans le cadre d'une autoconsommation individuelle, exactement. Absolument. Mais la philosophie reste la même et on en a eu un exemple également dans une structure spécifique qui est bien connue des praticiens du droit de la commande publique, qui est l'arrêt commune d'Aix-en-Provence de 2007, du 6 avril 2007, où on nous explique bien que le droit de la concurrence ne s'applique pas pour les opérations hors marché. Alors, on ne va pas revenir sur les faits du festival d'Aix-en-Provence, mais dans un certain nombre d'hypothèses, ça pourrait être transposé dans le cadre de l'autoconsommation collective. Tout à fait. En fonction du type d'opération auquel on a à faire face. Et puis, bien évidemment, vous avez la fameuse avis bien connu Fondation Jean Moulin de 2003 qui nous explique que compte tenu des conditions dans lesquelles les prestations sont servies, elles ne sont pas considérées comme des activités sur un marché concurrentiel. Donc, on peut faire librement appel à cet opérateur spécifique. J'en viens donc à la logique et à la philosophie générale de l'opération d'autoconsommation collective qui nous dit l'article L315-2 du Code de l'énergie est une activité qui ne peut constituer pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. Résumé de la chose, ce n'est pas a priori une activité à but lucratif. Donc, partant de là, vous voyez qu'il est tout à fait possible de construire des modèles de projets de manière à les structurer pour être des opérations hors marché et derrière de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement sans avoir à se poser la question de savoir dans quelles conditions une personne publique peut ou ne peut pas participer à une PMO. Est-ce qu'il faut passer par une procédure d'appel d'offres? Est-ce qu'il faut faire un appel à manifestation d'intérêt? Donc, toutes ces questions qu'on va se poser potentiellement tant qu'on n'a pas résolu cette question amont, décidément, cette question amont de savoir dans quelle logique on se trouve. Est-ce qu'on est dans une logique plutôt hors marché ou est-ce qu'on est dans une logique qui rentre plutôt dans un marché avec des prestations à caractère onéreux? Voilà, si vous voulez, les philosophies générales. Encore une fois, c'est un tableau assez rapide qui a été brossé. Bien évidemment, tout ceci doit être affiné et précisé dans le cadre des montages de projets. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des solutions parfaitement concrètes pour faire d'un certain nombre de contraintes sur la CSC en particulier, mais également des contraintes spécifiques du droit public, en fait une force pour les collectivités qui peuvent donc, je le dis, encore une fois, faire sortir beaucoup plus vite par rapport aux moyens dont elles disposent des projets qui seraient plus compliqués à sortir pour des personnes privées seules, je dirais. Donc voilà un petit peu cette première phase et donc on va aborder avec Pauline maintenant toute cette question de la phase suivante, c'est-à-dire ces opérations qui sont globalement majoritaires, des opérations dans le marché où on va se poser tout un nombre de questions
sur le droit de la commande publique, bien sûr, et sur la doménialité publique ensuite. Oui, donc si à l'issue de cette phase amont, il apparaît que vous allez vous placer dans un montage assez classique de vente d'électricité entre le producteur et le consommateur, on va se placer dans un montage que nous on appelle dans le marché, avec toutes les contraintes assez fortes qui s'appliquent aux personnes publiques et notamment les contraintes de la commande publique. Pour les projets qui sont donc dans le marché, les projets avec revente d'électricité, les projets dans le champ de la commande publique, tout ça est à peu près synonyme en termes de régime juridique. Il est important de découper deux qualités, enfin d'aborder les choses selon les deux casquettes que peut avoir la personne publique qui, dans ce cas-là, est pouvoir adjudicateur. Ce sera soit la casquette de consommateur, soit la casquette de producteur. On commence tout de suite avec la casquette de la personne publique pouvoir adjudicateur. Je dis pouvoir adjudicateur peut-être plus parce que ça peut être pas nécessairement une personne publique, en tout cas toute personne qualifiée de pouvoir adjudicateur qui agit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective en qualité de consommateur. Donc quelques exemples d'hypothèses. Bon, le cas où il y a une opération d'autoconsommation collective qui se met en place par des voisins, il y a des bâtiments publics dans le périmètre, on vient chercher une collectivité pour participer en qualité de consommateur. Autre exemple, la collectivité initie elle-même un projet d'ACC, implique ses voisins dans le projet, mais ça n'est pas nécessairement elle qui aura le rôle de producteur. Ce sera peut-être la PMO, ce sera peut-être un voisin dont la toiture a une exposition plus pertinente, etc. Donc là, on est dans les cas dans le champ de la commande publique avec le pouvoir adjudicateur qui a la casquette de consommateur. Une étape qui est importante et qu'on oublie souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de montages qui passent à côté des contraintes de commande publique parce qu'on oublie que ces contrats ces contrats sont en réalité vraiment des marchés publics. On est sur un contrat d'achat d'électricité entre un producteur et un consommateur. Lorsqu'on va acheter son électricité sur le marché, auprès d'EDF, auprès de n'importe quel producteur d'électricité, on passe bien des marchés de fourniture, d'achat d'électricité, d'achat d'énergie, pareil pour le gaz. Donc on est vraiment sur des marchés publics de fourniture. Lorsqu'on est dans une opération d'ACC, c'est la même chose. Le contrat qu'on passe entre le producteur et le consommateur pour vendre l'électricité produite localement, c'est bien un marché public de fourniture et donc application du Code de la commande publique en dehors des cas où on se place hors champ, hors marché, comme on vous l'a expliqué dans toute la première partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la loi ENR a un peu enfoncé les portes ouvertes en disant que, évidemment, on pouvait recourir au contrat de la commande publique pour le montage des opérations d'autoconsommation collective. Grosse coupe, je pense qu'on était déjà au courant. On va y revenir en détail. Donc, première étape, de retenir le contrat entre un producteur et un consommateur dans une ACC lorsque c'est un montage classique avec vente d'électricité, c'est un marché public de fourniture. Une fois qu'on sait qu'on est soumis dans le code de la commande publique, eh bien, on se retrouve avec des contraintes habituelles de la commande publique. Comment on fait pour concilier ces principes fondamentaux de la commande publique avec ces contrats d'approvisionnement qui ont des caractéristiques un petit peu innovantes? On va avoir des contrats de vente d'électricité de longue durée. On va être sur un achat direct auprès du producteur. On est donc sur des circuits courts et directs. Ça, c'est des éléments, des caractéristiques qui ne sont pas faciles à articuler avec les principes fondamentaux de la commande publique. D'abord parce qu'on a du mal en matière de commande publique à valoriser l'achat d'énergie, mais de manière générale de tout produit locaux et sans intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe qu'on connaît bien d'égalité de traitement qui s'oppose à la prise en compte de ces caractéristiques géographiques locales et sans intermédiaire. Deuxième difficulté, sur la durée des marchés. De manière générale, les simples marchés de fourniture, dès lors qu'il n'y a pas de transfert de propriété, ce qui est le cas, là on va simplement fournir de l'électricité, il n'y a pas de transfert de la centrale dans notre hypothèse, on est sur des durées assez courtes, en principe, qui sont décorrélées de la durée d'amortissement. Or, on sait bien que dans une opération d'ACC, les porteurs de l'investissement, donc les producteurs, eux, vont avoir besoin d'une visibilité
sur toute la durée d'amortissement de leurs biens, et donc potentiellement de consommateurs qui vont s'engager sur une durée assez conséquente. Donc on a une décorrélation entre les durées habituelles des simples marchés de fourniture et les durées des marchés de fourniture d'énergie dans le cadre des opérations d'ACC. Les solutions qui ont été apportées, donc c'est ce que vous disait Benjamin il y a quelques minutes. Il y a une première solution, une tentative de solution qui est apportée par la loi ENR. Alors, des fois, on va parler de loi ENR, désormais, il faut parler de loi APER, c'est son petit surnom officiel, mais donc, désolé si dans notre support, parfois, on parle de loi ENR, loi APER, mais on parle bien de la loi de mars 2023 sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, solution issue de la loi APER, acter le principe pour les pouvoirs adjudicateurs de pouvoir conclure des contrats de type PPA. Ce n'est pas notre sujet du jour, mais ça en fait partie. Et surtout, acter le principe de conclure des contrats dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective, à condition que ce soit pour la production d'énergie renouvelable. Deuxième solution, deuxième solution apportée par la loi APER, préciser que la durée de ces contrats peut être fixée en fonction de la durée d'amortissement des installations de production, quand bien même l'acheteur public, donc le consommateur, l'acheteur public en qualité de consommateur, n'acquiert pas ces installations. Donc on décorrèle totalement, on a le droit de corréler la durée d'amortissement et la durée du marché de fourniture, quand bien même il n'y a pas de transfert de propriété vers l'acheteur public. Les limites qu'il faut voir à ces solutions, c'est ce que Benjamin a commencé à vous dire, il faut vraiment avoir une approche un peu critique de ces solutions, en tout cas bien prendre la mesure de ces nouvelles dispositions. S'agissant de la solution concernant la durée, vraiment là on est sur une solution très opérationnelle, on était gêné de mettre des durées longues sur des marchés de fourniture, désormais le code de la commande publique nous dit noir sur blanc, aucune difficulté, même s'il n'y a pas de transfert de propriété, on est dans un fonctionnement totalement légal. Là où nous, on voit des limites, c'est sur cette validation de principe du recours à l'ACC ou à l'ACI, donc aux opérations d'autoconsommation collective ou individuelle, pour les pouvoirs adjudicateurs. En réalité, la loi ne crée pas un nouveau contrat, ne crée pas une nouvelle procédure de publicité, ni mise en concurrence, ni une exception, ni de nouveaux critères. On reste sur l'application pure et dure du Code de la commande publique. Simplement, on vient dire que les collectivités, les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de recourir à cette forme contractuelle. Bon, c'est un peu court. Si on veut être un peu constructif, là où il y a un vrai apport, c'est qu'en réalité, ce qu'il faut voir en creux, c'est qu'on vient reconnaître aux collectivités la possibilité, au stade de la définition de leurs besoins, de dire « mon besoin, c'est de recourir, de participer à une opération d'ACC, d'ACI ou de conclure un PPA ». Donc, c'est vraiment au stade de la définition du besoin. C'est déjà une première étape, ça veut dire qu'on aura peut-être moins besoin que jusqu'à maintenant de justifier pourquoi je fais une opération d'ACC par rapport à un achat d'électricité directement sur le marché de vente d'électricité en général. Pourquoi je fais plutôt une ACC qu'un PPA. Voilà, toutes les différentes formes d'approvisionnement en électricité qui pouvaient être mises en concurrence. Là, on peut se dire que grâce à la loi ENR, au stade de la définition des besoins, les pouvoirs éducateurs sont à minima autorisés à dire « mon besoin, c'est de participer à une opération d'ACC ». Donc, ça ne va pas valider la totalité de ces montages vis-à-vis de la réglementation en matière de commande publique, mais ça va valider la première étape, c'est-à-dire l'étape de définition des besoins. Une fois qu'on a passé malheureusement l'étape de définition des besoins, on n'est pas au bout de nos peines, hein, vous le savez, en matière de commande publique, et le plus dur reste à venir, et notamment comment je fais dans une opération d'ACC pour répondre aux obligations issues du Code de la commande publique de mettre en concurrence mes marchés. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec les outils tels qu'on les connaissait avant la loi APER. Après la loi APER, c'est la même chose, on a les outils habituels du Code de la commande publique, et notamment un outil assez intéressant que nous, on a déjà mis en œuvre, ce sont les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence. Donc, petite nuance par rapport, ou petit rappel de ce que disait Benjamin tout à l'heure,
on est bien dans le code de la commande publique, mais on bénéficie d'une exemption. Donc c'est là où il faut faire bien attention dans la phase amont de savoir où on se place dans le champ ou hors champ. Donc là, on est dans le champ. On considère bien qu'on passe un marché public, notamment parce qu'il y a une vente d'électricité, il y a un prix, mais on va bénéficier d'une exemption qui nous permet de passer un marché sans procédure de publicité et de mise en concurrence préalable. Plus exactement, pour être très précis, on est dans le champ d'un marché économique et on arrive à avoir une exemption à l'obligation de passer des marchés de publicité mise en concurrence. Donc, on est vraiment dans un cadre différent de ce qu'on a évoqué en amont. Oui, donc on est dans un cas différent, mais finalement, on se retrouve quand même avec la même précaution qu'on vous a indiqué tout à l'heure. On est sur des cas qui sont dérogatoires par rapport au droit commun, donc il faut prendre beaucoup de précautions et vérifier vraiment au cas par cas si vous êtes éligible à ces exemptions. Au titre de ces exemptions, il y en a une qui nous paraît très intéressante, c'est l'exception dans le cadre de laquelle l'acheteur public peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence, parce que les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques ou tenant à l'existence de droits d'exclusivité. Concrètement, je peux, dans le cadre de notre ACC, conclure un contrat entre moi, consommateur, et le producteur de l'ACC, mon contrat de vente d'électricité, sans publicité ni mise en concurrence, parce que je vais considérer que ce producteur est le seul opérateur à pouvoir répondre à mes besoins. C'est un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques ou tenant à l'existence de droits d'exclusivité. Le bénéfice de ces exemptions, encore une fois, il faut vraiment pouvoir la démontrer. On n'a pas de recul jurisprudentiel. On pense, nous, qu'on a vraiment matière à développer le bénéfice de cette exemption dans le champ d'une ACC, mais il va falloir démontrer 2 étapes. D'abord, que l'opération d'ACC répond à mon besoin collectivité d'approvisionnement en énergie des besoins dans le périmètre concerné. Ça, on a vu que grâce à la loi APER, l'étape définition des besoins, on va être à peu près sécurisé. Deuxième étape, démontrer que le producteur, dans le cadre de l'ACC, constitue le seul opérateur susceptible de répondre à ce besoin. Et là, il va falloir être très précautionneux et bien justifier qu'on a un seul producteur éligible. C'est difficile de vous donner tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui parce qu'on est un peu pris par le temps, mais nous, on pense que grâce à la définition d'une opération d'autoconsommation collective telle qu'elle figure dans le Code de l'énergie, on arrive à avoir un périmètre géographique très précis, des acteurs précisément déterminés également. Et sur la base de cette définition, on arrive à trouver une articulation suffisamment sécurisée entre le champ de la commande publique et le Code de l'énergie. Nous, on reste en attente quand même de pouvoir avoir vraiment une sécurisation jurisprudentielle, mais on pense qu'on arrive à toucher du doigt une solution assez intéressante pour les opérations d'ACC. Oui, et j'ajouterais même qu'on a pu mettre en place spécifiquement des techniques et des procédures qui permettent justement de garantir les circonstances et le fait que la collectivité puisse être à même, en cas de litige, de remplir et de démontrer qu'il n'y a qu'un seul opérateur susceptible de répondre à ses besoins. Donc, il y a aussi tout un certain nombre de techniques à mettre en place pour y parvenir et c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est pas du tout théorique, c'est des choses qui sont concrètement mises en place, un certain nombre d'opérations que nous avons menées au sein du cabinet. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur les collectivités en qualité de consommateurs dans une opération d'ACC dans le champ de la commande publique. Venons-en maintenant au rôle de la collectivité en qualité de producteur. Donc cette fois-ci, on se place dans le cadre des hypothèses suivantes. Ce sont des exemples, hein, évidemment, il y en a d'autres. Le cas dans lequel une collectivité initie une opération d'ACC et elle assure le rôle de producteur. Ça va notamment être le cas lorsque c'est elle qui dispose du foncier le plus pertinent pour accueillir la centrale de production d'électricité. Ce sera notamment pertinent lorsque c'est elle qui va porter le financement de l'opération. Voilà, tout un tas de situations dans lesquelles la collectivité assure le rôle de producteur de l'opération d'ACC. Autre hypothèse intéressante qu'on oublie souvent, c'est l'hypothèse dans laquelle la PMO assure le rôle de producteur. C'est une vraie hypothèse qu'on retrouve assez fréquemment.
et en plus, elle est qualifiée de pouvoir adjudicateur. C'est le cas notamment lorsque, au sein de la PMO, on retrouve un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs. Donc, on va être dans des opérations où il y a une forte présence de consommateurs, personnes publiques, pouvoirs adjudicateurs, qui donc intègrent la PMO et qui transfèrent, qui, du fait de leur participation, transfèrent leur qualité de pouvoir adjudicateur à la PMO elle-même, ce qui nous place dans ces hypothèses de pouvoir adjudicateur producteur. Donc, soit c'est la collectivité, soit c'est la PMO qui sont pouvoir adjudicateur. À nouveau, une petite étape de qualification. Lorsqu'on est producteur, en fait, ce qui va nous intéresser comme marché à passer, ce sont les marchés d'équipements de production d'électricité. Donc, concrètement, l'achat de ma centrale photovoltaïque. Si on est dans un simple contrat d'achat d'équipement, on est dans un marché public de fourniture. Le plus souvent, on va être dans des contrats un peu plus globaux, un peu plus complexes, où on va passer des contrats qui portent non seulement sur la conception de la centrale photovoltaïque, donc c'est-à-dire son dimensionnement, ses caractéristiques techniques, etc., la fourniture, et puis la pose, et enfin, dans la durée, la maintenance et la gestion. Donc, on peut avoir ces contrats globaux. À ce moment-là, on n'est plus dans un simple marché de fourniture, on est dans un marché mixte, et la qualification finale dépendra de l'objet principal. Soit ce sera un marché de fourniture, soit ce sera un marché de service, soit ce sera un marché de travaux. Mais dans tous les cas, avec la casquette de producteur, lorsqu'on installe la centrale de production photovoltaïque en toiture, on passe bien un marché public et on est contraint par tout le régime de la commande publique. J'ajouterais juste par rapport à ce que tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que ces contraintes-là existent également si la PMO qui a été créée par la personne morale de droit public, par les personnes morales de droit public, qualifiée donc de structure in-house, elle va être considérée comme étant un pouvoir adjudicateur et on va retrouver cette problématique-là. On aura déplacé, en fait, si j'ose dire, le problème à ce stade-là, mais on retrouvera en aval le champ de la commande publique, mais on aura passé le cap amont, qui est celui de la question de savoir dans quelle manière on peut participer à une opération d'autoconsommation collective. Donc, c'est cet aspect-là des choses qu'on aura réglé, mais on n'échappe pas totalement au champ de la commande publique, même lorsque l'on est dans une structure type hors marché, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on retrouve la problématique du champ de la commande publique dès lors qu'on est un pouvoir adjudicateur, on se retrouve avec les mêmes contraintes. Oui, on arrive à échapper au champ de la commande publique sur la partie approvisionnement en électricité. En revanche, sur la partie investissement, achat de la centrale de production, on est quasiment systématiquement dans le champ de la commande publique. Alors, il y aura sûrement quelques exceptions, mais vraiment, la quasi-totalité des cas se trouve dans le champ de la commande publique, y compris lorsqu'on est dans un schéma in-house. Donc, quels peuvent être les objectifs avec cette qualité de producteur qui se voit contraint par le régime de la commande publique? Un premier objectif qu'on retrouve souvent chez les producteurs collectivités territoriales, ça va être de favoriser la filière industrielle de panneaux photovoltaïques française ou européenne. Ça va être également la volonté de favoriser la performance environnementale des dispositifs de production d'énergie. C'est vraiment des problématiques qui sont très complémentaires, on va le voir, et grâce à cette complémentarité, d'ailleurs, on va pouvoir s'articuler correctement avec les contraintes de la commande publique. Mais c'est vraiment des écueils qu'on retrouve et qui, dans une première approche, paraissent difficilement compatibles avec la commande publique, notamment s'agissant du fameux d'interdiction d'un critère géographique dans le champ de la commande publique, c'est ce que vous voyez à l'écran juste en dessous. En principe, il n'est pas possible d'attribuer des marchés publics sur la base d'un critère qui serait lié à l'origine ou à l'implantation géographique, soit des candidats, soit des produits qu'on acquiert. On ne peut pas donner une préférence locale ou nationale dans l'attribution des marchés publics. C'est un principe issu des directives européennes, donc il n'est pas question d'y déroger en droit national. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi APER n'a pas pu aller très loin dans la facilitation des projets d'ACC en matière de commande publique parce qu'on est très contraint par ces directives. On ne peut pas y déroger. Si on veut pouvoir faire bouger les lignes,
il faut vraiment que ce soit négocié au niveau des directives européennes. Quelle solution on va trouver? On va avoir une valorisation indirecte en réalité de l'implantation géographique. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà, même en dehors du champ de la commande publique. Lorsqu'on veut valider l'implantation géographique, soit des candidats, soit des produits, on peut le faire, mais à condition que ce soit justifié par l'objet du contrat ou par ses conditions d'exécution. On a quelques jurisprudences, par exemple des jurisprudences qui valident la nécessité d'une rapidité d'intervention. À ce moment-là, on peut valoriser la rapidité d'intervention et indirectement, on valorise l'implantation géographique. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnait déjà. S'agissant maintenant des projets d'ACC, on va réussir à valoriser l'implantation géographique via la performance environnementale. Et c'est là où la volonté de favoriser les filières locales et la volonté de favoriser la performance environnementale sont très complémentaires et permettent d'aboutir aux mêmes objectifs. À ce titre, on a beaucoup de choses qui sont issues soit de la loi climat et résilience, soit de la loi APER. Je commence tout de suite par ce qui est issu de la loi climat et résilience. Il y a beaucoup de choses dans la loi climat et résilience de manière à favoriser la prise en compte du développement durable dans la passation et l'exécution des contrats de la commande publique. Je ne vais pas tout développer. Je vais vraiment vous insister sur 2 éléments qui sont intéressants pour le producteur d'une opération d'ACC qui serait pouvoir adjudicateur. Le premier élément qui est très intéressant, c'est l'obligation à compter de 2026 d'intégrer dans tous ces marchés un critère d'attribution qui prendrait en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. À partir du moment où on prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, on va favoriser l'acquisition, donc dans notre cas, de panneaux solaires qui ont des performances environnementales meilleures et donc potentiellement des filières françaises ou européennes dont les caractéristiques environnementales sont généralement meilleures. On a également l'obligation de fixer des conditions d'exécution qui prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Donc, on a balisé tout le marché, toute la phase d'exécution du marché public, que ce soit tout le marché public, que ce soit au niveau de la phase de passation via les critères ou que ce soit au niveau de la phase d'exécution via les conditions d'exécution. Dans l'ensemble de ces étapes, on doit prendre en compte des caractéristiques environnementales et donc dans notre cas, notamment la performance environnementale de nos panneaux solaires. Attention, ces obligations entrent en vigueur à compter de 2026. On a la possibilité de les appliquer de manière anticipée et la loi qui est en train d'être discutée au Parlement sur l'industrie verte discute notamment d'anticiper l'application de ces obligations. Donc, il est possible que ces éléments entrent en vigueur de manière anticipée. Pour l'instant, ce n'est pas encore adopté, donc je ne m'étends pas sur le sujet, mais il faudra bien suivre les dispositions en matière de commande publique qui sont issues de la loi sur l'industrie verte. Si on en vient maintenant à la loi APER, à la différence de la loi climat et résilience qui était vraiment sur le développement durable et la performance environnementale de manière générale dans la commande publique, dont on pouvait se servir pour notre cas particulier d'achat de dispositifs de production d'ENR dans une opération d'ACC, pas de problème. Mais la loi APER, elle est beaucoup plus précise et elle prévoit des dispositions qui concernent spécifiquement l'achat de dispositifs de production d'ENR. Donc on n'est plus sur le développement durable de manière générale, on est vraiment sur l'achat notamment de panneaux solaires pour des opérations d'ACI et d'ACC. Vous voyez plusieurs obligations très intéressantes. D'abord, une obligation pour tous les acheteurs publics de rendre public le lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire. Ça, c'est une obligation qui aura plutôt une vocation incitative. À partir du moment où on va rendre public, on a envie de pouvoir rendre public quelque chose qu'on assume et des valeurs qu'on défend. Donc, ça a une vocation très incitative.
Deuxième élément, et là c'est pour moi l'élément le plus important, c'est l'obligation de prendre en compte lors de l'achat de ces fameux dispositifs de production d'énergie renouvelable, l'achat de nos panneaux solaires pour nos centrales solaires en toiture, donc l'obligation de prendre en compte l'empreinte carbone et environnementale tout au long du cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire le cycle de vie? Ça veut dire qu'on prend en compte l'empreinte carbone depuis le processus de fabrication, en passant par toute la phase de production, d'utilisation, d'exploitation, jusqu'à la valorisation en fin de vie. Donc, c'est vraiment une analyse en cycle de vie, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant en matière de commande publique, de l'empreinte carbone et environnementale de nos panneaux solaires. L'objectif qui est directement affiché, ce n'est pas quelque chose de caché, on le voit très simplement dans les débats parlementaires, c'est vraiment de favoriser les filiales industrielles de production de panneaux solaires françaises et européennes. Et enfin, dernier élément intéressant, c'est la possibilité de rejeter les offres de candidats qui seraient originaires de pays qui eux-mêmes n'ouvrent pas leur commande publique à des candidats issus d'autres pays. Donc, une condition de réciprocité dans la commande publique qui permet de recentrer les candidatures. J'accélère un peu pour qu'on ait le temps de vous dire un mot en matière de commande publique. Peut-être que vous aurez le temps vous-même de vous replonger dans ce support qu'on va vous faire passer. Ce que je voulais vous signaler, c'est que les dispositions de la loi APER sur la prise en compte de l'empreinte carbone et environnementale sur le cycle de vie des panneaux solaires, c'est un écho direct aux critères du coût global et du cycle de vie qui existent depuis plusieurs années dans le Code de la commande publique. Donc, c'est peut-être un dispositif et un critère que vous avez déjà appréhendé, que vous maîtrisez. L'idée vraiment de la loi APER, c'est d'inciter, je dirais même plus d'obliger les personnes publiques à recourir à ce critère s'agissant de l'achat de panneaux solaires, en particulier dans les opérations d'ACC et d'ACI, in fine, pour favoriser le développement des filières françaises et européennes. Petit résumé de ce que je viens de vous dire, et notamment, je vous ai mis des exemples de critères géographiques et de jurisprudence en matière de critères géographiques qui valident l'idée d'un critère géographique valorisé de manière indirecte, notamment avec cette notion de rapidité d'intervention que j'ai mentionnée tout à l'heure. Pour terminer, quelques mots en matière de domanialité publique. Oui, alors assez rapidement, il y a eu quelques nouveautés dans la loi APER sur la question des exonérations éventuelles en matière de procédure de publicité de mise en concurrence. Alors, on va faire un petit cas à part avant d'entrer dans le détail de toutes les procédures globales dans lesquelles vous pouvez avoir en fait une procédure de publicité de mise en concurrence qui exclut le fait qu'on ait besoin de refaire une publicité de mise en concurrence au stade de la délivrance d'une autorisation d'occupation domaniale. Je pense bien évidemment, par exemple, à tous les contrats qui, évidemment, sont dans le champ de la commande publique. Vous avez, en fait, dans le cadre des montages de projets, d'abord les dispositions générales de l'article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques pour les intimes CG3P, qui mettent en place des dérogations bien connues quant à l'obligation de la mise en concurrence. J'en cite deux qui nous intéressent au premier chef. La première, c'est celle du deuxièmement, qui nous indique que lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle octroi, il n'y a pas besoin de recourir à une mesure de publicité de mise en concurrence. Assez intéressant par rapport aux dispositions qu'on évoquait tout à l'heure sur tout le sujet du hors-marché. Je ne reviens pas là-dessus, il faut bien évidemment qu'on se trouve bien évidemment dans cette possibilité et également exemption lorsque les caractéristiques particulières, c'est le quatrièmement de l'article, les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographique, physique, technique ou fonctionnelle, ces conditions particulières d'occupation et d'utilisation ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée. On est plus dans le cas qu'on évoquait tout à l'heure sur la notion d'opérateur dédié. Donc, au titre des règles générales, il existe déjà des choses qui nous intéressent très directement
s'agissant des projets d'autoconsommation collective. La loi APER a donc prévu de modifier l'article L2122-1-3-1, excusez-moi pour le barbarisme du CG3P, qui réservait la possibilité pour l'État de déroger à publicité et mise en concurrence dès lors que était en cause une procédure d'appel d'offres ou d'appel à projet du Code de l'énergie. Cette dérogation est étendue au bénéfice des collectivités territoriales. Encore faut-il évidemment qu'on soit dans cette hypothèse-là, sinon bien évidemment nous renvoyons à ce que nous venons de dire sur les dispositions générales. Dans la loi ENR ou APER, vous avez également des éléments intéressants sur une ambition pour l'État qui donc souhaite mettre à disposition sur ces domaines, privés comme publics, des surfaces permettant le développement et l'installation de production d'énergie renouvelable. Alors, ça reste encore au stade d'un vœu pieux puisque cet objectif doit être déterminé par décret pour la période 2023-2027 et donc nous sommes évidemment dans l'attente des dispositions réglementaires d'application. Question intéressante qui n'est pas traitée par la loi APER mais qui conserve un intérêt évident, c'est la question de la redevance. Et notamment dans le cadre d'une occupation domaniale avec une occupation qui est donc longue, en principe, l'amortissement d'une centrale, c'est à peu près 20 ans, à peu de choses près. Un peu moins, je pense. Un peu moins. Ça dépend des projets. Mais souvent, on a eu à faire face à des projets qui étaient vraiment amortis sur une durée assez longue, avec une durée de vie assez longue en tout cas, qui allait jusqu'à 20 ans. Vous avez quand même le sort de cette redevance qui peut ne pas être négligeable. Donc la question qui se pose, c'est de savoir dans quelles conditions on pourrait éventuellement y déroger. Et c'est l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui nous donne un élément de réponse, puisqu'il nous indique que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Donc on a quand même une rédaction assez large de la chose qui, évidemment, le cas échéant, pourrait considérer que une structure qui servirait et qui satisferait un objectif d'intérêt général dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective pourrait être dispensée du paiement de la redevance. Donc voilà également un élément qu'on peut mettre en avant sur la domanialité publique. Et je pense qu'on arrive à peu près au terme de notre webinaire. Et si vous voulez, de manière très intéressante, l'enseignement qu'il faut en tirer en premier lieu, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue dans les bœufs et il faut se mettre autour de la table avec tous les acteurs pour savoir dans quelle optique on monte cette opération, de manière à se mettre tous les outils en poche, de manière à éviter d'avoir en cours de route à rattraper les choses à la dernière minute en se disant « attendez, on a oublié de penser à telle ou telle chose ». Il faut prendre les choses dans l'ordre et il faut évidemment être accompagné précisément dans ce genre de projet, parce que comme vous l'avez vu, on est dans le cadre de qualifications juridiques qui sont extrêmement fines, qui sont complexes, qui nécessitent une vraie maîtrise du contentieux, une vraie expertise, qui nécessite une étude fine des différentes modalités de montage et encore une fois, on ne peut pas dresser de généralité dans ces affaires-là. Mais sous ces réserves, il y a quand même, pour terminer sur une note positive, absolument, il existe réellement des montages que nous, on estime suffisamment sécurisés et qui permettent de contractualiser de façon assez simple, sans doubler les mises en concurrence, sans doubler les coûts. Et en accélérant donc le montage des projets. C'est ça. Absolument. Margot, est-ce qu'on a des questions pour terminer ce webinaire? Alors oui, on a plusieurs questions. Alors, qu'en est-il si la collectivité met à disposition ses terrains, domaine privé de la commune, pour un producteur, sans mise en concurrence par un bail emphytéotique, en vue d'autoconsommer l'électricité produite? Faut-il faire une procédure de sélection préalable dès la contractualisation pour l'accès au foncier? C'est intéressant. Je dirais que c'est une question à tiroir parce que ça dépend évidemment de savoir sur quel domaine on se trouve déjà. Si on se trouve sur le domaine privé, vous savez comme moi que depuis
la décision du Conseil d'État du 2 décembre 2022 qui concerne l'hôtel du Palais à Biarritz, il n'y a pas de procédure de publicité de mise en concurrence préalable pour une occupation des biens du domaine privé d'une collectivité territoriale. Donc, derrière, il n'y a pas de difficulté si on se trouve dans le cadre de biens du domaine privé d'une commune. Évidemment, il n'y a pas donc de procédure de sélection préalable, il n'y a pas donc de procédure spécifique. Évidemment, les choses ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on est dans le cadre d'une occupation du domaine public, puisque là, on applique les règles classiques qu'on a évoquées assez rapidement tout à l'heure. Et là, on voit bien dans la question qu'il faut bien décorréler, et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer, la casquette de producteur et de consommateur. Dans le schéma, la collectivité, telle que je la comprends, n'aurait que la casquette de consommateur. Donc, je vous renvoie à ce qu'on a dit sur la partie consommateur. Et sur la partie production, elle serait simplement propriétaire foncier. Et donc là, on retombe sur les éléments concernant la domanialité publique. Et donc, il n'y a pas de raison de corréler la partie production et consommation dans l'hypothèse telle que je la comprends. Donc, il faudrait effectivement, on retombe sur une mise en concurrence de droit commun de type CG3P, éventuellement en bénéficiant d'une exemption, peut-être parce qu'il y a eu un appel à projet de la CRE, de l'ADEME, et donc ça, désormais, on peut éviter la double mise en concurrence, ou une autre exemption, peut-être celle que Benjamin nous a citée tout à l'heure, et puis ensuite, au stade de l'achat d'électricité en qualité de consommateur, je vous renvoie au développement assez long qu'on a fait dans ce webinaire. Une autre question, Margot ? Oui. Y a-t-il une exception à la commande publique dans le cas d'un projet photovoltaïque réalisé sur un foncier d'une collectivité porté par une SPV où la collectivité est actionnaire et signe un contrat PPA de fourniture avec la collectivité? Alors, dans le cas d'un projet PPA réalisé... J'ai envie de dire que ça dépend. Tout dépend du montage du projet. C'est quand même complexe de pouvoir se prononcer là-dessus si on n'a pas tous les éléments en main. Il pourrait y en avoir dans un certain nombre d'hypothèses. Tout dépend comment se structure le montage. Oui, alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les exonérations qui valent dans un projet d'ACC ne sont pas du tout les mêmes dans un projet de PPA. Absolument. Et il est beaucoup plus complexe de bénéficier d'une exemption en matière de PPA parce que on a beaucoup moins de contraintes en termes de géographie, en termes d'acteurs dans un PPA. À la différence d'une ACC, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est grâce à la définition de l'ACC telle qu'elle figure dans le Code de l'énergie qu'on va pouvoir aller chercher des exemptions au Code de la commande publique et notamment l'exemption opérateur économique déterminé. Sur un PPA, malheureusement, ça nécessiterait un webinaire complémentaire, mais peut-être qu'on en fera un d'ailleurs, la même version sur les PPA. C'est bien plus complexe et la plupart du temps, il faudra mettre en concurrence le PPA. À moins qu'on soit potentiellement dans un régime in-house. Mais à part ce cas-là, la plupart du temps, on mettra en concurrence. Margot ? Oui, autre question. Au stade du développement du projet, en vue d'une opération d'autoconsommation collective, plusieurs opérateurs sont capables de construire une installation ENR et de mettre ensuite en place l'opération d'autoconsommation. La mise en concurrence ne devrait-elle pas alors être mise en place dès la mise à disposition des terrains, même sur le domaine privé, excluant ainsi l'application de la jurisprudence du Conseil d'État du 2 décembre 2022 ? A priori, je ne vois pas pourquoi on écarterait la jurisprudence du 2 décembre 2022 si on est sur le cas de biens du domaine privé. Alors, mélangeons pas les questions. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Pauline, quel est le rôle de la collectivité? Est-ce que la collectivité est le producteur? Est-ce que la personne morale qui va être conçue pour ce faire sera une structure de type in-house ou pas? C'est assez difficile de voir comment les choses se font. La question qui se pose, c'est si vous êtes en présence effectivement de plusieurs opérateurs qui vont évidemment proposer des opérations d'autoconsommation collective à laquelle la collectivité pourrait être partie, savoir si elle est dans le cadre d'une opération d'ACC ou pas, si elle souhaite y participer. La question de savoir quel est le rôle de la collectivité. Là, j'ai l'impression que dans cette question, la collectivité, donc les simples consommateurs, et par ailleurs, il y a un projet d'ACC via potentiellement plusieurs producteurs privés.
Et là, il y a pas sur le domaine privé, il n'y a pas d'obligation de mettre en concurrence. Donc la réponse, elle est très claire. Si on est sur le domaine privé, il n'y a pas d'obligation CG3P. La collectivité n'est pas producteur, donc ça n'est pas à elle non plus de mettre en concurrence au titre de la commande publique. En revanche, si on est sur du domaine public, là, la question est beaucoup plus complexe. A priori, il faudra mettre en concurrence, à moins qu'il y ait une dérogation. Et la dérogation, c'est notamment les nouvelles dérogations issues de la loi APER sur les projets qui bénéficient d'un dispositif de soutien public. Donc, les projets qui ont répondu à un appel à projet de la CRE, de l'ADEME, etc. Mais le principe, c'est plutôt que si on est sur du domaine public, il y a une mise en concurrence. Et par exception, on ira trouver au cas par cas peut-être des dérogations. Tout dépend aussi du montage du projet, du rôle de la collectivité, encore une fois, et de voir comment les choses se font avec elle. Est-ce qu'elle sera simplement consommateur? Est-ce qu'elle elle investirait? Quel est le modèle économique ou pas de l'opération d'autoconsommation collective? Tout ça, ça rentre en ligne de mire pour savoir comment la collectivité va aborder le sujet. Est-ce qu'on va être simplement sur une question de gestion d'une occupation domaniale et donc de mettre éventuellement en concurrence les porteurs de projets pour savoir comment on organise, n'est-ce pas, la mise en concurrence? Mais a priori, comme le disait Pauline, et comme on l'a déjà dit, domaine privé, pas de procédure de publicité de mise en concurrence. Encore une question, Margot? Oui. Est-ce que l'accès aux services de responsabilité d'équilibre est possible dans une situation hors marché? Alors, sauf si c'est moi qui ne comprends pas bien les tenants et les aboutissants de cette question, il y a vraiment une distinction à faire. Lorsqu'on dit hors marché, c'est hors du marché d'un point de vue économique. En revanche, l'aspect raccordement, accès au réseau de distribution d'électricité, toutes les relations donc avec Enedis, avec le responsable d'équilibre, avec les fournisseurs d'électricité qui vont acheter le complément ou qui vont acheter le surplus, pardon, ou qui vont fournir le complément d'électricité nécessaire. Tout ce système-là ne change absolument pas qu'on soit hors marché, dans le marché, commande publique, hors commande publique. On est vraiment sur un système tout à fait classique. Donc, toute la relation avec le responsable d'équilibre reste inchangée. D'ailleurs, qu'on soit avec un projet qui est des personnes publiques ou qui n'en est pas. Vraiment, ça, c'est tout à fait neutre. C'est du pur droit de l'énergie qui s'applique de manière parfaitement identique, quels que soient les acteurs concernés par l'opération d'ACC. Oui, entendons-nous bien, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, qu'il s'agit d'exemption ou de procédures hors champ de la commande publique, donc hors marché, s'entend bien évidemment dans le cadre du droit de la commande publique et du droit de la domanialité. On est bien évidemment dans le cadre du Code de l'énergie et des règles qui s'appliquent notamment à l'autoconsommation collective. Donc, tout ceci ne change absolument pas. Après, peut-être qu'il y a une question cachée qu'on n'a pas, une subtilité qui nous a échappé. Ouais. Margot ? Oui, il y a une autre question. Il est prévu la précision de l'adage concernant l'article 86 de la loi APER. Savez-vous ce qu'il en est? Alors, moi, je ne sais pas quelle est la numérotation définitive, donc je ne sais pas quel est l'article 86. J'imagine que c'est l'article qui concerne la commande publique. Oui. Et on espère, et on appelle de nos voeux les précisions de l'adage qui sont généralement très précieuses, mais on n'a pas de visibilité de notre côté. Une dernière question. Selon vous, en quelle situation se trouve-t-on en contrôle étroit? J'imagine que c'est dans le cadre d'une situation in-house. J'ai du mal à saisir la notion de contrôle étroit. Parce que si c'est les critères de qualification du in-house, on va se retrouver dans la jurisprudence assez classique sur l'application des critères du in-house. C'est toute la jurisprudence TECAL et tout ce qui en découle. Donc vous pouvez prendre vraiment les rapports de contrôle qui ont été validés par la jurisprudence en matière de in-house entre la collectivité et la structure sur laquelle elle a un contrôle étroit. Pour moi, c'est Absolument, ouais. C'est à ça que ça fait référence. Et faire référence de manière peut-être un peu plus globale aussi à toutes les opérations de type mutualisation qui peuvent rentrer là-dedans, le cas échéant. Mais encore une fois, il faut être dans les clous. Mais en tout cas, il n'y a pas de particularité liée à l'ACC, je dirais. On va retrouver les mêmes critères. Alors, je ne les ai plus à l'esprit, mais en termes d'actionnariat. Pareil. Ouais.
on retrouvera toutes les mêmes critères. Encore une fois, si vous voulez, tout les développements qui sont les nôtres aujourd'hui ont pour but simplement de faire application de décisions, de solutions du droit public et du droit de l'Union aux problèmes concrets de l'autoconsommation collective. Oui, une des conclusions à laquelle on aboutit, c'est que en l'état, les outils usuels de la commande publique, de la domaine publique nous fournissent déjà beaucoup d'éléments pour travailler avec ces montages un peu innovants, notamment d'ACC. On arrive à faire des choses avec les montages, avec le régime juridique tel qu'il existe jusqu'à présent. Maintenant, on n'est pas contre des précisions, des souplesses, des facilités liées à la loi APER, la loi climat et résilience, mais on arrive quand même à travailler, ne serait-ce que sur la base des principes fondamentaux. Et encore une fois, ça permet quand même de doper aussi certains projets portés par les collectivités. Bien sûr, et surtout de leur apporter une sécurité juridique. Nous, on pense pouvoir avancer en l'état avec le régime actuel, mais les collectivités territoriales, de manière générale, ont vraiment besoin d'une véritable sécurité. Et c'est là où, ne serait-ce que la consécration dans le Code de la commande publique, dans le Code de l'énergie d'ailleurs, du principe de recours au montage en ACC, en PPA pour les pouvoirs adjudicateurs, ne serait-ce que cette consécration, même si elle est symbolique, ça apporte une véritable sécurité, au moins psychologique pour les collectivités, et une manière de légitimer le recours à ces montages qu'elles peuvent faire valoir en interne et auprès des usagers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on arrive au bout? Oui. Alors, et on a une dernière question. Doit-on retenir qu'une société de projet SPV qui proposerait de mettre à disposition d'une collectivité territoriale des panneaux photovoltaïques pour simple exploitation doit passer par une mise en concurrence? Sinon, dans quel cas ce principe ne s'applique pas? Tu peux la question. Est-ce que tu peux nous relire la question, Margot? Doit-on retenir qu'une société de projet SPV qui proposerait de mettre à disposition d'une collectivité des panneaux photovoltaïques pour simple exploitation doit passer par une mise en concurrence? Sinon, dans quel cas ce principe ne s'applique pas? Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire pour simple exploitation. C'est surtout qu'on retombe sur les mêmes questions que tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir sur quel type de projet on se trouve et sur quel type de domaine on se trouve. Oui, et alors si c'est pour simple exploitation, j'imagine que ça veut dire que la collectivité… Peut-être même pas consommateur. Non, j'avoue que malheureusement, le terme simple, je ne sais pas. Il faut effectivement qualifier. On retombe sur cette dualité producteur ou consommateur. Est-ce que c'est ça? Hors champ ou dans le champ. Et là, malheureusement, ouais. Est-ce que c'est de la simple gestion domaniale, domaine privé, domaine public, ou est-ce que c'est dans le cadre d'un montage de projet avec une collectivité? Oui, désolé, il nous manque des précisions pour pouvoir vous donner, une réponse. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Eh bien, très bien. Alors, désolé si on n'a pas pu vous répondre à cette dernière question. J'espère qu'en réécoutant le webinaire, vous trouverez la réponse ou que vous la trouverez dans notre support que vous allez recevoir. Merci pour votre attention pendant tout ce cycle consacré au solaire. Merci beaucoup. Et de toute façon, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez de toute façon nous contacter au cabinet. L'adresse mail contact@uglo-lepage.com s'affiche sur votre écran. Merci. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci. Bonne journée, bonnes vacances. Merci.